Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Manhunter de Michael Mann. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus maintenant sur le film. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de Manhunter ? Alors Antoine, je ne vais pas te cacher que j'étais un peu déçue. J'attendais beaucoup de cette première apparition du personnage d'Hannibal Lecter au cinéma. Et puis j'ai regardé le film et j'ai déjà oublié la tête qu'il avait. Non mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu vide. Alors on reviendra dessus. Il y a des trucs en termes de réal qui sont très bien faits, qui sont plutôt réussis. Mais sur l'histoire, sur les personnages, je trouve en fait qu'on sort un peu du film sans avoir retenu grand-chose, et c'est pas très marquant. Et donc voilà, une petite déception quand même. Ah, les autres, une scène marquante. Une scène marquante, c'est quand même quand on apprend que Bruce Willis il est mort en fait à la fin. Non, je me trompe, pardon. Non, une scène marquante. J'aime bien quand le tueur a une conquête amoureuse. Et à ce moment-là, on se dit, en fait, c'est bon, il y a quelqu'un qui l'apprécie, tout va rentrer dans l'ordre, il va arrêter de tuer des gens, le film est fini, on va pouvoir aller se coucher, merci, bonsoir. Non, ça va pas se passer comme ça. En fait, il va continuer à tuer derrière. Ouais, on apprend qu'il a des carnets noirs. Et du coup, moi, la scène, la scène la plus marquante, qui m'a marqué moi, c'est relatif parce que le film dans l'ensemble m'a pas beaucoup marqué, mais c'est la scène où il enlève le journaliste et le mec, pour cacher son anonymat, il met un bas, mais visiblement un bas trop court. Ça va pas jusqu'au bout de son visage. Du coup, il est pas. Je suis d'accord avec toi, surtout que après t'es facilement repérable. On cherche un individu avec un bas sur la tête. Ah, puis surtout qu'on reconnaît bien sa bouche après au monsieur. Julie. Oui. Moi, je vais choisir la scène dans le supermarché où il y a cette conversation père-fils entre le héros et son petit garçon. Je trouve que c'est une scène qui dénote complètement avec le film parce que les couleurs sont assez dingues. On a l'impression d'être, dans un espèce de musée d'art contemporain d'un coup. C'est très pop, c'est très lumineux. Alors qu'en fait, on est dans des tons un peu bleus depuis le début. Je trouve que c'est assez malin, en fait. Voilà. Si c'est ta scène préférée, ça en dit long sur le film. Si je peux me permettre, je sais, je l'ai déjà fait et je le refais. Il y a une scène moi, qui m'a hyper marquée. Je suis trop triste que personne ne l'ait citée. C'est la scène de fin où il cherche le mec sur une sorte de Minitel, en fait. Et tu sais, il y a les photos qui apparaissent au fur et à mesure. Et j'ai trouvé cette scène, en fait, pour le coup, je l'ai trouvée hyper bien faite parce que tu vois vraiment... c'est vraiment une autre époque, quoi. C'est pas tu rentres la photo d'un mec, il y a un truc qui va à toute allure et qui te sort 1000 photos à la seconde. Là, tu sais, il te faut 1 minute pour avoir la photo qui apparaît, te dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Là, c'est vitesse réelle de la poste. Ouais. Surtout que c'est très long parce que je crois qu'ils disent 2 fois le nom de chaque personne qui recherche. Ouais. Il va monsieur nanana, il écoute, fait oui monsieur nanana. Ouais, exactement. La scène est très très longue en plus. Mais je trouve que c'est pas si mal fait. J'ai bien aimé cette scène. Mais sachant que dans la réalité, ça devait être encore plus long. Non, mais ça colle aussi avec un côté un peu très réaliste, presque documentaire, même si c'est très stylisé au niveau des images, mais. De l'enquête, ouais. Oui, alors pour revenir sur la frustration Hannibal Lecter, je pense que c'est un peu une déformation parce que le personnage est devenu hyper connu avec la pop culture, dans la pop culture grâce au Silence des Agneaux. Mais dans le film-là, il ne prend pas une place incroyable. Non. Et j'avoue que c'est un peu frustrant. En fait, c'est la première adaptation, pour peut-être remettre un peu de contexte, de Dragon Rouge, donc le roman. Et c'est la première fois qu'on a c'est pas un film de kung-fu, Dragon Rouge. Non, mais tu sais figure-toi, c'est marrant que tu dises ça parce qu'ils ont refusé de garder le terme, le titre Dragon Rouge, justement parce qu'ils avaient peur qu'on croie que ce soit un film de kung-fu, de karaté. Oui, et aussi parce qu'il y avait l'année du dragon qui sortait la même année, et donc le producteur Dino De Laurentiis, que nous connaissons bien, car il avait produit Evil Dead, a décidé qu'il ne voulait pas, et Evil Dead 2 bien sûr, ne voulait pas dragon dans le titre de son film. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que disait Julie, on est quand même déçu du personnage d'Hannibal Lecter parce que quand même c'est tiré d'un bouquin et la série de bouquins, le personnage qui revient à chaque fois, c'est Hannibal Lecter. Donc c'est quand même le cœur des 4 bouquins de Thomas Harris. Et donc forcément, tu es un peu déçu quand il ne te marque pas plus que ça dans le film, même si son rôle est petit, dans le... voilà. D'autant plus que c'est le comble de s'appeler Hannibal Lecter et d'être dans un livre. Voilà. Effectivement. Ah oui, voilà. oui. Ah oui, Julie a raison. Non, mais d'autant que Hopkins c'est emblématique. Bien sûr. Forcément, il l'a vu avant aussi. Oui, je l'ai vu avant, mais justement, il pâtit de la comparaison, je trouve, dans Manhunter. En fait, oui, mais je pense que c'est pas de la faute de l'acteur. Moi, je trouve que Brian Cox, il le fait vraiment bien.
C'est juste que il est pas du tout à l'image. En fait, il apparaît à peine. peine. C'est plus un film sur l'enquêteur que sur Hannibal Lecter. Ce qui est surtout une grosse erreur en fait, puisque l'enquêteur il a un charisme, je pense, proche d'un mammifère marin, tu vois. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est William L. Patterson qui a été repéré dans Police fédérale Los Angeles, un film de Friedkin qui est sorti juste avant, mais qui est aussi un super acteur. Moi, je trouve dans cette espèce de jeu de miroir entre l'enquêteur qui va avoir peur d'être à l'image, en fait, de devenir fou et de devenir comme celui sur qui il enquête. Il y a un vrai truc, moi, je trouve, justement, on voit ses faiblesses, on voit c'est assez bien fait quand même. Et par rapport à moi, Anthony, j'ai pas vu tout ça, je pense. Par rapport à Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, dans le fond, c'est pas non plus sur lui. Enfin, c'est Jodie Foster, le personnage principal. Et si je me rappelle bien, on le voit assez peu à l'image, Anthony Hopkins. Mais il est vachement mis en scène. C'est-à-dire que il se balade avec son masque. On met vachement en scène le fait qu'il est terrifiant, qu'il est dangereux. Il y a tout un truc avec la cage, etc. Et que ce soit Jodie. Mais vas-y, parle. Mais Hopkins, il est au centre aussi de scènes mythiques dans Silence des agneaux. La scène de l'évasion, elle est incroyable, exceptionnelle. Et c'est lui le personnage principal de cette scène, quoi. C'est vrai c'est vraiment un personnage secondaire dans Manhunter. Que là, le max que va faire Hannibal Lecter, c'est pirater le téléphone de la prison, ce qui est vraiment beaucoup moins impressionnant qu'une évasion. Mais après, c'est vrai qu'on a tous vu Le Silence des agneaux avant de voir Manhunter. Déjà, on l'apprend tous un petit peu ce soir qu'en fait, il y a eu un autre truc avant. Il faut rappeler qu'on a parlé du livre de Tom Harris. Ce livre-là, il sort en 81. Manhunter, il sort en 86, donc c'est quand même longtemps après. Il va sortir son deuxième livre en 88 et le Silence des agneaux, ça sera en 91. C'est-à-dire que, bon, ça c'est un échec commercial, il faut le savoir. Oui. Ils vont quand même réitérer avec Le Silence des agneaux derrière en 91. Et là, ça va être le succès. Et au bout d'un moment, le mec va continuer à écrire derrière parce que les livres sortent après 91. Ça, c'est assez marrant. Et les adaptations ciné continuent après. Alors, peut-être... Mais d'ailleurs, ça aurait pu s'arrêter là, en fait. Hein. Non, mais pour avoir vu Dragon Rouge, qui est complètement différent et qui est géré de manière complètement différente, même en termes de casting, parce qu'en fait, ces choix de casting, c'est pas non plus des gens ultra bankable qui sont mis dans ce film, contrairement à justement Dragon Rouge, qui dans mon souvenir a Edward Norton. Enfin, il y a vraiment un gros casting. Et c'est vraiment très intéressant les deux façons dont sont traitées ces histoires de manière vraiment presque opposée. Et là, pour le coup, c'est Michael Mann qui a écrit le film et qu'il a réalisé, mais on voit qu'il n'est pas du tout intéressé par les mêmes aspects que ce qui va être fait plus tard, en fait. Après, pour sa défense, les aspects qui intéressent le remake de Dragon Rouge, c'est de bien copier Le Silence des agneaux et de coller à tout le monde pour faire un film qui marche aussi, quoi. Tu vois, c'est sûr, il va pas se dire, tiens, on va reprendre Manhunter, on va prendre tout ce qui n'a pas marché. C'est vrai que pour Dragon Rouge, le nouveau, enfin le récent avec Edward Norton, les codes sont déjà faits, quoi. L'univers, il est déjà fait. C'est comme si tu faisais Harry Potter 2 après avoir fait Harry Potter. C'est-à-dire que tout est dessiné, Poudlard, machin. Là, c'est pareil. Ils ont Hannibal Lecter, ils ont toute la mythologie. Alors que là, c'est vrai que Michael Mann, il part de zéro et il doit le créer. Et moi, je trouve que son Hannibal Lecter, il tient la route. Il souffre de la comparaison avec Anthony Hopkins. Mais il tient la route, quoi. Ce qui est assez amusant en termes d'image, c'est que le directeur de la photo, qui ici est Dante Spinotti, qui a aussi bossé beaucoup sur Heat, sur LA Confidential Révélation, il rebosse sur Dragon Rouge, en fait, de Brett Ratner des années plus tard. Donc il s'est pas fait blacklister sur ce coup-là, lui. Non, pourtant, vu son image, je pense que c'est compliqué de se faire blacklister, parce que s'il y a un truc qu'on retient de Manhunter, c'est quand même moi, j'ai des images qui s'impriment dans ma mémoire, que ça soit le mec en feu qui descend dans le parking, que ça soit la nana avec les yeux complètement blancs à la fin. Je trouve il y a vraiment comme des tableaux, même l'intro, avec les deux mecs sur la plage et tout. L'image, elle est hyper belle. La lumière, elle est trop belle. Il y a un travail, je trouve, sur ce film qui est... Moi, je trouve que, pour le coup, là où j'ai beaucoup de reproches à faire à ce film, c'est que l'histoire, elle n'est pas alambiquée, elle est simple, mais je trouve que Michael Mann nous perd, en fait, très vite. Et j'ai eu du mal en fait à suivre. Il y a plein de choses qui m'échappaient très vite. Je comprenais pas. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui ne servent à rien. Que tu vas voir une scène ou deux, qui apparaissent des agents du FBI, des mecs. On se dit est-ce qu'ils vont avoir un intérêt? Et tu les revois jamais en fait. Après c'est des mecs au téléphone, des trucs. Et donc il y a un peu des embrouilles dans l'embrouille. Parce que le scénario, il est simplissime et je trouve que c'est un peu noyé, quoi. Non, mais en fait, j'allais dire quasiment la même chose. C'est assez vrai. En fait, le scénario est simple et pourtant, il faut être hyper concentré, je trouve, pour bien suivre le film, ce qui est quand même problématique. J'ai eu du mal je l'avoue, j'ai eu du mal à m'intéresser à l'histoire. En fait, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je vais vraiment utiliser beaucoup d'énergie pour comprendre tout ce qui se passe dans le film? La réponse était non. T'étais en digestion, en plus. Après, il y a des trucs très malins dans la mise en scène. Quand il filme des scènes de prison, par
par exemple, Michael Mann, il se met dans un angle qui lui permet de ne pas changer la disposition des barreaux qui filme d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est quand même hyper réfléchi, hyper mis en scène. Et pour le coup, on peut reprocher à Michael Mann d'avoir fait un scénario qui est certes un peu brouillon, si c'est comme ça que vous voulez un peu l'appeler. C'est pas que le scénario, je pense. Mais franchement, il balance un film quand même de qualité et de ouf. Non, mais on a l'image, elle est irréprochable, la mise en scène, elle est top, mais c'est vrai que l'histoire, elle est inutilement complexe, sachant qu'il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de twist. Il n'y a pas vraiment de twist, en fait. C'est une enquête. Bruce Willis à la fin. Oui, il était mort depuis le début. Oui, mais... Non, mais en fait, dans Le Silence des agneaux, il n'y en a pas non plus. Sauf qu'ils vont trouver la fin de toute la police va dans la mauvaise maison, Jodie Foster va vraiment tout seul avec le tueur, etc. Ce qui va créer un vrai enjeu. Là, il n'y a pas vraiment de twist à la fin, genre on découvre un truc, etc. Non, il mène son enquête et à la fin, ils font les fichiers. Et c'est Thierry. Non, il a des lunettes, clac, clac, clac. C'est Roger. Et ben on va à sa maison et ensuite il débarque en faisant du shotgun à travers la vitre. Moi, je trouve pas ça inintéressant comme parti pris où en fait, on n'essaie pas de te mettre 10 000 fausses pistes. C'est la mère, c'est la sœur, c'est le grand-père. C'est genre juste, il fait une enquête et... Tu suis son cheminement parce que son cheminement, tu l'as en quand il se rend compte que c'est des histoires de vidéos de famille et tout ça, c'est hyper intéressant de voir le moment où il s'en aperçoit. C'est un film où il parle beaucoup tout seul aussi. Oui, pour justement. Ça, je trouve ça maladroit un peu. Pour faire de la voix off, je trouve ça insupportable. Il fait sa voix, il fait la voix off du film. Mais sauf que tu le vois faire sa voix directement. Oui, mais ça fait une voix off et en fait, c'est trop fastoche, quoi. Tu vois, c'est parce qu'un autre film où c'est utilisé, je suis d'autres films, on parle de cinéma. Dans Die Hard, par exemple, Bruce Willis te parle. On parlait de Bruce Willis tout à l'heure. Il se parle à lui-même, mais c'est des petites réflexions, c'est des trucs. C'est des blagues. Non, mais quand il fait think my, vous l'avez compris, je parle anglais. Laquelle tu veux dire? Non, mais je sais pas, il dit think McLean. Après, il est dans le truc d'aération, il parle à lui-même, etc. Ça crée de la dynamique parce qu'il est tout seul à l'image. Là, lui, il regarde des vidéos et il fait. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que je Et je fais, mec, on a l'impression que tu es au téléphone là. Non, mais parce que la dynamique, elle est créée parce que tu es dans un film d'action et que le mec, il est toujours en action quand il parle, là où il y a un mec qui est devant un ordi et qui se parle. C'est hyper maladroit. Il est devant une télé. Et en plus, je trouve que son enquête, elle est vraiment molle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'éléments. Il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas de rebondissement. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a aucun élément nouveau. Et lui, il va regarder la vidéo, il va dire. Très mollement. Ok, j'ai compris. Là, je suis en train de comprendre un truc. Tu es en train d'essayer de me dire que tu les tues pour le plaisir, en fait, salaud. Et je fais, mais pourquoi, au bout de la 50e vidéo, il a compris ça, pas celle d'avant? Enfin, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et c'est un peu genre, hop, on a fait un peu avancer l'enquête de manière totalement arbitraire. Ouais. Parce que je pense que ça n'intéresse pas Michael Mann, pour le coup. C'est ce qui l'intéresse. Bah, si ça l'intéresse pas. non, mais je suis d'accord, d'autant plus que... Ce qui l'intéresse, c'est la psychologie, en fait, de l'enquêteur. On peut faire des efforts aussi. Là, le personnage principal, l'enquêteur, il est quand même très, très mou. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Moi, ça, j'aime pas. Après, il y a un côté que j'aime bien dans ce film-là, et ça, vous en doutez un petit peu, c'est le côté pastel, plage blanche et slip turquoise. Ça, franchement, je trouve ça pas mal. Il y a une raison pour ça, c'est assez rigolo, parce qu'avant, il faisait Miami Vice. Bien sûr. Et en fait, il y en a... J'ai lu sur Internet qu'il y en a qui disent oui, c'est grâce à tous ces épisodes de Miami Vice que Michael Mann a réussi à faire l'ambiance de Manhunter. Mais je pense surtout qu'il ne savait pas faire autre chose parce qu'il s'était tapé 50 épisodes de Miami Vice. Surtout qu'il y a un épisode en particulier dans Miami Vice qui est l'épisode 6 de la saison 3, si vous voulez tout savoir. Oui, en fait, Sonny Crockett, le personnage, doit traquer un tueur en série en s'imprégnant en fait de sa personnalité, en perdant ses repères, etc. Mais et même en vrai, ça, je l'ai même pas trop senti dans le film, en fait. Moi, je trouve que justement, on sent que ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête du tueur, ce qui se passe dans la tête du héros, comment il y a une forme de lien qui se crée entre le héros et les serial killers qui poursuit. Mais je trouve que même ça, finalement, c'est un peu pauvre au final, et je trouve que c'est ça en fait qui est décevant. Ouais. Voilà. Ça, je me suis rattrapée. Une scène qui m'a fait flipper parce qu'on comprend en fait effectivement que les vidéos en fait c'est des vidéos qu'il a développées, qu'il a vu. Et il y a une scène où justement le méchant il regarde son écran, il projette un truc dans l'écran et il regarde un film à l'after. Là j'ai fait non mais sur le truc de la folie. J'aime bien cet arc de, à force de poursuivre le serial killer et de me mettre dans sa peau pour essayer de le comprendre, etc. Je vais devenir comme lui et tout. En fait, pendant tout le film, je vois rien venir et à un moment, le personnage principal dit « Putain, je suis en train de devenir comme lui ». Je fais « Bah pourquoi ?» Depuis tout à l'heure, tu regardes juste 3 vidéos. Si, non, mais tu sais qu'il est border depuis le début. Mais dès qu'on vient le chercher, sa femme, elle veut pas qu'il y aille. Moi, je l'ai pas ressenti. Après, je n'étais pas très attentive. Moi, je l'ai pas ressenti. Team Julie.
pour le coup. Yes. Yes. Bon, après, Surtout, moi, j'insisterai quand même sur la musique qui est hyper cool aussi, enfin, qui est très atmosphérique et tout. Ah, si. Elle est bien 80. La musique ouais. rock, bien ouais, bien 80. elle est bien 80. Quand t'aimes bien Miami Vice, Non, mais moi, j'aime bien. cool, sauf hein. que quand au milieu de ton thriller, avec une tension, tu commences à claquer une tracks années 80 avec des voix. Parce qu'à un moment, il y a du chant et tout, quoi. C'est genre vraiment. Ouais, je c'est fais, le moment ah oui, là, émotion où il y a s'est de trop l'amour lâché, quoi. aussi. Ouais. Ah, il y a de l'amour. C'est un film où il y a de l'amour quand même. Ah, il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour. oui. C'est vrai. Il y a de l'amour. Bon, en revanche, ça reste Michael Mann. C'est quand même hyper bien filmé. La couleur, on l'a dit, il y a du sens, etc. Il y a un truc, c'est Ouais. hyper moderne, je trouve aussi la manière dont le film est fait. Pour dire un mot sur la couleur, c'est que vraiment, on le voit, il utilise un jeu de couleurs en fonction du thème de la scène. Donc quand il est avec sa femme, sur l'amour, c'est plutôt bleu. Quand ça va être le tueur, ça va plutôt être des verts, violets. Mais tu vois, moi, ça, en le regardant, je trouve que c'est un peu presque facile, en fait. Mais Enfin, c'est je sais daté. pas, Je suis c'est peut-être d'accord, daté. c'est daté. Oui, t'as raison, mais c'est à daté. l'époque, mais on est, enfin, Peut-être. C'est à l'époque, Ouais. ça marche, quoi, tu vois. C'est ça C'est aussi. possible. Mais je trouve, ouais, ça fait un peu daté, exactement. C'est pas Baz Luhrmann, quoi. Oh, j'ai décidé de mettre la couleur bleue pour l'amour. C'est vrai que ça nous paraît évident, mais c'est pas. Non, peut-être mais qu'à c'est bien l'époque, fait. c'était Plutôt stylé. du rouge pour l'amour, parce que le bleu, c'est plutôt froid, Non, mais- hein, donc c'est ça qui est bizarre. Sachant que je pense que c'est pas un truc forcément que tu es censé intellectualiser. Non, je suis d'accord. Non, mais il y a quand même des scènes, il claque quand même des scènes de ouf. Cette scène, genre avec ce tigre endormi et cette nana. Enfin, en vrai, tu le mates le plan, quand même. Cette actrice sur le ventre du tigre endormi. il y a un Je suis truc, d'accord, la scène est très belle, mais quelle est l'utilité de cette scène en fait? mais Enfin, c'est juste, oui, on on comprend voulait pas. mettre un tigre endormi dans le film, Alors, j'ai il une faut le anecdote. caler dans le scénario. J'ai une anecdote sur ce tigre. Vous savez que c'est le même tigre qu'il y a dans Scarface. Scarface. Oh, non, je dis n'importe quoi. j'en sais rien. Oh, j'aurais trop aimé. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et Moi, dans moi, Very j'ai Bad vu- Trip aussi. J'ai vu cette scène et j'ai fait putain, c'est vraiment que c'est beau et tout. Ouais. Par contre, ça sert à quoi? Ouais. Et genre, C'est juste le absurde. mec, il veut se faire kiffer. En fait, le mec, c'est Non, mais Scarface. Moi, je veux un putain de tigre dans mon film. Non, mais parce qu'il essaie de la séduire et qu'elle est Oui, aveugle et que on a- du coup. on a compris. pourquoi il a dit ça. Ce serait marrant, du coup, il l'emmène en disant je vais te faire une surprise. Tu as dit chez un ami qui a un tigre. En fait, elle caresse un tapis. Oh, c'est la première fois qu'il a touché un tigre. de Il sa est vie. endormi. Après, il prend un sèche-cheveux, il fait mets tes mains devant son nez. Je sens respirer, c'est de l'air chaud. Non, mais c'est un peu les Blues Mais le Brothers. tigre, il a pété. Mais il n'y a pas un gros budget hein, sur ce film en plus. hein. Ça a dû leur coûter cher ce C'est ce comme tigre, si hein. Michael Mann il dit bah vas-y je veux qu'on fasse tomber une bagnole Bah oui. en hélicoptère, tu vois, c'est genre bah, Oui, sauf qu'eux, ils ont 15 millions et les pauvres, ils ont gagné que 8 millions. Alors, enfin, Dur. Mais c'est vrai que Ils ont plutôt que de été- mettre. Ça a un petit peu marché en Europe, mais aux États-Unis, c'était un fou complet. Bah oui. Plutôt que de mettre un tigre dans le film, ils auraient pu prendre un bon acteur principal. Ça aurait, oui, ça aurait coûté de l'argent, mais Il bon. est très bien cet acteur. Je vous invite en plus à regarder Police fédérale Los Angeles. Et d'ailleurs, Friedkin était supposé jouer le rôle de Lecter dans ce film. On lui a Ah. proposé, il a dit non. Et Alors, soi-disant, d'ailleurs, ils sont je un sais peu pas ce que ça potes aurait avec Michael Mann, mais apparemment, il aurait dit que son c'était un Manhunter, sale con. que son Manhunter aurait tout volé à Police fédérale Los Angeles. Mais en revanche cet acteur vous l'avez vu oui. des années plus tard Bah oui. Ouais. sur une autre chaîne du PAF, Ouais. la numéro 1 la plus connue. Donc, c'est dans Grissom, dans la expert. série Les Experts. Alors, Tout je à sais fait. pas qui a vu Super, les ça. experts, perso, moi j'ai pas vu et ça Moi, me j'ai donne tout pas envie vu. de le voir. Non, c'est trop bien, il est trop bien en plus. Non, finalement, le vrai personnage du film, finalement, c'est le tueur, beaucoup plus que Hannibal Lecter. Je trouve Ah qu'il est bah beaucoup oui. plus charismatique. Oui, oui, il est bien fait d'ailleurs, et je trouve que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper bien fait ça, où il commence à tomber amoureux un peu de cette fille, et t'as l'impression que ça pourrait le Ouais. sauver, mais en fait c'est beaucoup trop facile, et puis en fait tu te rends compte qu'il Ouais, est de fou de l'espoir. toute manière. Mais il y a un malaise ultime en fait dans cette scène où il y a les vidéos et tout ça, où il est assis sur le canapé à côté d'elle. Enfin, Ah bah moi oui. je trouve qu'on te pousse vers ça pendant tout le film, genre c'est le malaise constant quoi. C'est Oh, il a l'air malaisant, il a l'air sympathique aussi. Alors, c'est le moment de mettre un avis chiffré. Messieurs, dames, à vos fiches cartonnées. La partie notation, The Notation Party. Mesdames, messieurs, une note chiffrée de 0 à 5, virgule non acceptée, sur vos petites fiches cartonnées. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Manhunter, Sarah? J'ai mis 2. oh là là. 2, c'est bien déjà. Je reconnais certaines qualités à ce film. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. En tout cas, moi, je me suis un peu ennuyée. Et une fois que The End est apparu, je ne me souvenais plus de grand-chose. En fait, j'ai un peu oublié ce que j'ai vu, quoi. Voilà. Greg?
Ouais, j'étais assez dur. Je crois que j'ai pas mis. Ouais, j'ai mis un, voilà. Je suis un peu déçu. En fait, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à m'y intéresser. C'était pas. Enfin, c'était fatigant pour moi. Et, Après, je reconnais quelques qualités, évidemment, mais je n'ai pas noté en fonction de ces qualités. Mickaël. Bah, déjà, c'est un film de Michael Mann, donc ça paraît qu'un handicap. Alors plus, Mickaël, parle en son nom. Tu parles en ton nom. Je parle en mon nom, et en plus, je trouve que c'est un mauvais Michael Mann. Je suis gentil, je mets 1. Très bien. Alors, moi, je voulais mettre 3,5, mais vu que les décimales ne sont pas acceptées, et que la Paramount me paye plus que vous, et que vous alliez mettre des notes de merde, j'ai mis 4. Mais j'ai aussi mis 4 parce que je trouve qu'il y a vraiment un petit truc très sympa dans la VF, c'est qu'en VO, il l'appelle The Tooth Fairy, et en français, il l'appelle la dent vislarde. Je pense que ça vaut bien un point. Ce qui fait une moyenne de 2,6. Alors, il a tout juste la moyenne, largement remontée par Julie. Bon, après, dites-vous que si Julie met 4 à Manhunter, que valent les notes de Julie en réalité? Une enquête exclusive présentée par Sylvain Bernard et Claude Giron. C'est pas vrai, c'est une blague. Alors, qu'en disent les gens d'Internet? Ben, les gens d'Internet, ils sont plutôt d'accord avec Julie. Mais c'est pas C'est pas possible. forcément une bonne chose, mais... Ils ont mis 3,9. Ce qui est quand beaucoup, même. Hein. Quand même. Excellente Tu vois note. Et 3,9. 3,9. Ouais. 3,9. Oui, 3,9. Et en plus, attendez, je vais étayer en plus ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup de commentaires et beaucoup d'avis. Donc c'est pas juste 3 personnes qui ont mis 4. Voilà. Alors, c'est une tradition. Moi, Il a fait combien de gamins Je commence par un 0 étoile. Quelqu'un qui nous dit « Franchement, j'ai ri devant ce film. Mann s'est bien troué là-dessus. Pourquoi pensez-vous que le titre n'est pas celui du livre dont il est inspiré ? Parce qu'il est trop nul et qu'à part le nom des persos, rien ne correspond au livre. Quand on a la chance d'avoir une bonne histoire servie sur un plateau par un bouquin et un auteur génial, pourquoi tout changer ? Eh ben parce qu'on s'appelle Mann et qu'on pense faire mieux. Eh ben loupé, mon gars. Avec le vrai film Dragon Rouge, le tueur m'inspirait. M'impressionnait, pardon, il n'inspirait pas du tout. Restez seul. Oui, ce serait problématique. Rester seul chez moi me donnait des sueurs froides. Là, j'ai pu vaquer à mes occupations tranquilles. Sixième Sens ou American Pie, même combat au niveau des émotions. Ah, il est dur. Hein. Alors, à part un scénario indigent, une intrigue inexistante, une fin minable, waouh, il passe à travers une fenêtre et c'est fini. Digne de Bioman. On a un Peterson au mieux de sa forme. Alors, si vous voulez voir un acteur sans expression, c'est le meilleur exemple que j'ai vu. Il fait juste pire que dans Les Experts. Impressionnant. Si vous voyez un truc à garder dans ce film, dites-le moi, parce que pour ma part, j'ai pas vu. Voilà. Pas très sympa ce monsieur, je suis passé ensuite aux 5 étoiles. C'est vraiment l'opposé de la personne d'avant. Elle a tout aimé, mais elle ne dit rien du tout. Alors, Le Sixième Sens est un thriller incontournable de Michael Mann. La mise en scène du réalisateur est irréprochable. Michael Mann installe une ambiance sombre, pesante et particulièrement efficace. Il y a un bon rythme, le scénario est travaillé et recherché. Il y a des bons dialogues. Les musiques nous plongent encore plus dans l'ambiance du long métrage. Et pour finir, le film est captivant du début à la fin. Bon, le mec décrit un film, quoi. De plus, les acteurs, comme William Peterson, Kim Grace ou encore l'excellente Joan Allen, sont irréprochables dans leur rôle. Bref, c'est à découvrir. Voilà, strictement rien dit dans cette série. Et enfin, un dernier 5 étoiles qui est très court, qui nous dit un très bon thriller, bien meilleur que sa pâle copie Dragon Rouge, un film subtil et esthétique. Bon, alors voilà, subtil et esthétique. Moi, je sais pas, je suis un peu échaudé. Je sais pas si je vais regarder Dragon Rouge tout de suite. En tout cas, j'ai vu celui-là sur la Paramount, je suis déjà content. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit dans ces commentaires. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début, cette adaptation tient-elle la route face au Silence des agneaux? Plutôt non. Hein. Manhunter, s'agit-il d'une chasse à l'homme? Ben oui, c'est ça, chasse à l'homme. Sixième Sens, va-t-on apprendre à la fin du film qu'en fait, il était mort depuis le début? Non, ça c'est le Sixième Sens de Shyamalan. Merci à tous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre film. Ciao.